Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Rivenzi, le cercle de l'histoire, pour une nouvelle interview. Cette fois-ci, elle est avec Dimitri Tilloy d'Ambrosi, qui a été notre intervenant pour la superbe vidéo que nous avons tournée à Rome avec Antoine, qu'on vous met juste là bien sûr, et n'hésitez pas à aller la regarder. Cette fois-ci, c'est l'interview en format long justement pour que vous puissiez avoir toutes les informations pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Et comme ça, on parle un petit peu plus du mur d'Adrien en particulier, de la fin du règne d'Adrien et aussi justement des frontières de l'Empire romain sous le règne d'Adrien. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et également à liker la vidéo si ça vous a plu. Bon visionnage. Alors Dimitri, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous définir la Pax Romana et ses bornes chronologiques? Ce qu'on considère comme la Pax Romana correspond à peu près à 2 siècles, de l'histoire de Rome. On l'a fait débuter traditionnellement, avec le règne d'Auguste, qui je le rappelle, débute en 27 avant Jésus-Christ et se termine en 14 après Jésus-Christ. Donc il arrive au pouvoir, au terme d'une période de guerre civile, assez importante d'une part et puis d'autre part, il opère vraiment voilà, il fait œuvre de pacification, par exemple, dans le nord de l'Espagne, dans les Alpes, certains territoires qui n'étaient pas encore conquis et puis également, une politique de conquête jusqu'au Danube, en Illyrie. Donc à la fin de son règne, lorsqu'il fait le bilan de son action, eh bien, il fait le constat d'un monde qui est pacifié. Donc la pax, la paix en latin, voilà, est érigée effectivement, en déesse, puisque c'est une déesse, vénérée par les Romains, une allégorie divinisée. Alors quant à ces bornes de fin, on la situe généralement alors on peut avoir plusieurs possibilités. Une première possibilité, c'est le règne de Marc Aurèle, donc entre 161 et 180. Pourquoi? Parce que sous ce règne, les frontières sont beaucoup plus sous pression, notamment sur le Danube, face aux peuples germaniques comme les Marcomanns par exemple. Ou plus tard, en 235, à la mort du dernier empereur de la dynastie des Sévères, Sévère Alexandre, puisque après sa mort, eh bien, d'une part, sur le plan politique, on a une instabilité quand même assez importante, et puis d'autre part, face aux Germains et face aux Perses sassanides qui ont pris le pouvoir peu de temps avant, eh bien, la situation devient beaucoup plus compliquée. Donc voilà les bornes que l'on peut définir pour la Pax Romana. C'est vrai que quand on parle de la Pax Romana, on a un peu cette image de paix continue durant toute cette période. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, lorsque les Romains parlent de paix, en fait, ils n'ont pas tout à fait la même notion que nous. Comme on vient de le voir, c'est une notion plus chronologique pour les historiens contemporains et encore qui est discutée. Pour les Romains, la Pax Romana, c'est un espace, en fait, dominé par Rome, dans lequel voilà, les sociétés prospèrent, où Rome assure la sécurité, mais une sécurité qui est maintenue par les armes. Et cette domination, qui se fait de manière forte, on est quand même dans une logique impérialiste, eh bien, peut susciter des résistances. Et donc effectivement, au sein des bandes que l'on vient de définir, il y a à plusieurs reprises, des foyers d'agitation, au mieux ou au pire des révoltes. Alors le meilleur exemple, c'est la Judée, qui connaît 3 grandes révoltes, durant cette période de la paix romaine. Une première qui commence sous le règne de Néron et se termine sous Vespasien. Une autre justement à la fin du règne de Trajan, qui est réprimée de manière extrêmement violente par un personnage qui s'appelle Lucius Quiétus. Et puis une troisième de très grande ampleur sous le règne de Néron dans les années 130, mené par, un leader qui s'appelle Bar Kokhba, le fils de l'Étoile, qui va, voilà, entraîner derrière lui, un soulèvement général de la Judée. Et puis, à l'autre extrémité de l'empire, sous le règne de Néron, une fois de plus, on peut citer une révolte très connue menée par une reine, Boudica, une aristocrate, celte, donc Bretagne, je le rappelle, c'est l'Angleterre, actuelle, qui en fait se voit, spoliée dans, ce qui doit lui revenir, à la mort de son mari, ses filles sont violées par les Romains devant ses yeux. Et donc elle va entraîner, les peuples bretons dans une grande révolte. 3 colonies romaines sont détruites. Le temple de Claude, divinisé, l'empereur qui a mené la conquête de cette province, est brûlé. Et donc Rome, voilà, doit faire face à une épreuve ici, assez rude pour ramener l'ordre dans ce territoire qui, durant toute l'histoire romaine, connaît une romanisation assez, superficielle. Il y a les colonies qui sont des pôles de romanité, mais les campagnes le demeurent beaucoup moins. Est-ce que justement tu peux nous parler de ces grandes provinces à ce moment-là, de la Pax Romana, parce que c'est vrai que pendant cette période, l'Empire romain va atteindre, sa taille la plus grande en tout cas et va donc, réussir à stabiliser plus ou moins ses frontières. Est-ce que tu peux nous partir peut-être de l'est vers l'ouest pour nous présenter les différentes, provinces? Oui, alors si on se situe en 117, à la mort de Trajan et donc début du règne d'Adrien, la frontière orientale, donc Adrien évacue, une partie des conquêtes de Trajan. La frontière orientale est marquée par l'Euphrate, qui va être vraiment la limite entre le monde romain et en face,
le grand rival de Rome, l'Empire parthe. Et puis à l'autre extrémité, l'extrémité occidentale, eh bien là, c'est l'Atlantique, hein, qui marque la limite avec, la province de Lusitanie, qui est la plus à l'ouest, qui correspond au Portugal actuel. Et si on prend voilà, une dimension nord-sud, la province la plus septentrionale est la province de Bretagne, donc l'Angleterre actuelle. Elle la limite avec l'Écosse. Alors certains empereurs comme, Antonin et Septime Sévère tentent d'aller beaucoup plus au nord, vraiment, en Écosse, mais là se trouvent notamment les fameux Calédoniens, qui résistent, hein, ardemment à la conquête romaine. Et puis tout au sud, cette fois on a l'Afrique, voilà, qui est, évidemment une province très, très vaste, avec des zones désertiques. Mais Rome tente de contrôler ici aussi, des mouvements, de population berbère notamment. On a quelques incursions, parfois sur un de Marc Aurèle, on a des peuples morts qui vont, aller jusqu'en Espagne. Donc on voit que ça peut être aussi une source d'insécurité pour Rome. On pense souvent au Rhin, au Danube, mais l'Afrique peut parfois aussi poser quelques soucis, à Rome. Et donc, quel est le statut de ces provinces aussi? Comment sont-elles intégrées justement dans l'Empire? Lorsqu'Auguste arrive au pouvoir en 27 avant Jésus-Christ, il y a toute une réorganisation du système provincial. Alors sans trop rentrer dans le détail, on a des provinces qui, relèvent du Sénat, on parle de provinces publiques, d'autres de l'empereur, de provinces impériales. Ça joue un rôle surtout dans le mode de domination du gouverneur. En fait, il faut peut-être rappeler ce qu'est une province, par définition. À l'origine, le mot provincia en latin, donc qui donne province, désigne vraiment la sphère de compétence d'un magistrat. C'est le sens originel. Et lorsque les premières provinces sont conquises à l'époque de la République, la première étant la Sicile, Heu, il faut trouver une solution pour diriger ces territoires. Parce qu'à Rome, on a 2 consuls, voilà, élus chaque année. Le problème, c'est que, l'ampleur des territoires qui s'étendent de plus en plus rend la tâche plus difficile. Donc on a trouvé une solution qui est de prolonger ces magistrats. On dit qu'ils sont prorogés et donc ils deviennent proconsuls ou propréteurs, si on prend le préteur qui est le magistrat chargé de la justice, hein, dans la Rome républicaine. Et donc, pendant un certain temps, on va leur confier une province dont ils vont avoir la responsabilité. Alors, que fait le gouverneur dans sa province? Il a plusieurs missions essentielles. Le maintien de l'ordre, bien sûr, et la domination romaine. Quelque chose qui est très important, l'impôt, qui est vraiment peut-être la trace la plus, la manifestation la plus visible de la présence romaine pour les habitants, finalement, au quotidien. Et puis également la justice. Il va rendre justice au nom de Rome, au nom de l'empereur, évidemment, lorsque on est sous la période, à l'époque impériale, mais lorsqu'on est sous l'Empire, il communique vraiment de façon très, très assidue avec l'empereur pour prendre son avis, pour rendre compte. Donc voilà, il a, pas mal de missions, il va beaucoup voyager dans sa province, c'est important. Chaque province a une capitale. Donc par exemple, la province de Gaule lyonnaise, bon, bah, c'est Lugdunum, Lyon. Mais tout au long de l'année, il va, circuler, notamment pour les activités judiciaires. Donc il a un travail, assez important et ce personnage est vraiment stratégique puisqu'il permet à l'empereur, on pourrait dire que c'est un peu les yeux et les oreilles de l'empereur, de savoir tout ce qui se passe d'un bout à l'autre de l'empire. Et est-ce que ces provinces ont une forme d'autonomie? Quel est leur pouvoir d'une certaine manière? Est-ce qu'elles ont une voix au Sénat, je ne sais pas, pour justement impacter, le centre du pouvoir? Alors en fait, il faut comprendre qu'une province, c'est une liste de cités. C'est vraiment la cellule de base de la province. La cité est la cellule de base de l'empire. Alors rappelons qu'une cité, le mot civitas en latin ou polis en grec ne correspond pas exactement à une ville. C'est-à-dire, c'est une communauté politique. On pourrait dire une cité-État. On a un corps de citoyens, un territoire, un chef-lieu, des institutions, magistrats et lois. Et donc, effectivement, si on prend le monde grec, c'est un bon exemple. Avant que Rome n'arrive, avant Alexandre même, on pense à Athènes, toutes ces cités grecques avaient une longue tradition d'autonomie, d'indépendance, hein, quasiment. Elles mènent leur politique, leur diplomatie, décident de la guerre. Donc lorsque Rome arrive, alors il y a déjà eu les royaumes hellénistiques, hein, après la mort d'Alexandre, mais Rome va s'appuyer sur ce qui existe déjà. En fait, Rome est très pragmatique, lorsqu'elle mène une conquête. Souvent, elle s'appuie sur ce qui existe déjà, donc sur ces cités notamment. Elle va s'appuyer sur les notables locaux, des élites locales qui, appartenaient déjà à de grandes familles avant la conquête. Et donc, à l'époque impériale, ces grandes familles vont, détenir des magistratures au sein de leur cité. Elles vont manifester leur fidélité, leur loyauté envers Rome. Rome y trouve un intérêt puisqu'elle trouve des relais, voilà, solides et fiables. C'est gagnant-gagnant en quelque sorte. En fait, c'est comme ça que l'empire marche finalement. C'est un consensus entre des élites locales qui vont garder leur place parce qu'elles servent Rome et puis Rome qui, de son côté, peut s'appuyer sur ses élites, sachant que Rome, évidemment, ne peut pas placer, des membres de son administration dans chaque cité. Donc c'est une économie d'hommes et de moyens pour Rome aussi. Donc c'est vraiment, intéressant dans les 2 sens et puis le reste de la communauté civique, bah, manifeste de la confiance envers ses élites et va évidemment, suivre l'ordre du monde imposé par Rome. Et donc, du coup, ça me pose aussi une question, si on s'appuie sur ces élites, aussi, comment est-ce que, se passent les échanges culturels, une fois les provinces romanisées d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a une adaptation, culturelle, religieuse? Comment ça se déroule?
Il y a un mot-clé qui revient souvent quand on évoque ces phénomènes, c'est le mot de romanisation. Alors, c'est un concept qui est assez discuté par les historiens dans le sens où c'est un petit peu finalement parfois une transcription de la vision de la colonisation au 19e siècle, hein, où Rome aurait tenté d'imposer sa culture pour faire de bons petits Romains de partout. C'est un peu plus complexe, dans le sens où en fait, les villes vont vraiment être des pôles de la romanité, effectivement. On le voit très bien dans la ville Agricola, qui était gouverneur de la province de Bretagne à l'époque des Flaviens. Et donc, on voit bien que les villes, voilà, sont des vitrines de Rome en quelque sorte, avec les bains, avec les édifices de spectacle, etc. Et donc, ce mode de vie, en fait, va séduire, bien sûr, les provinciaux. Ça, Tacite le dit très bien. Il dit que finalement, on en vient même à corrompre les habitants de ces provinces qui auparavant vivaient beaucoup plus simplement. En revanche, on voit bien que les élites, très rapidement, peu après la conquête, adoptent le mode de vie romain. Et ça, on le voit dans l'habitat, notamment. Si on reprend la province de Bretagne, par exemple, donc l'Angleterre actuelle, on voit que les élites, hein, voilà, vont adopter l'habitat romain. Il y a un site fabuleux qui s'appelle le palais de Fishbourne. C'est un grand complexe domestique, presque palatial, appartenant à un aristocrate voilà, de Bretagne, autochtone, mais qui va, par les décors de sa maison, voilà, adopter le mode de vie romain. Et donc après, par un effet d'émulation, bien sûr, eh bien, les autres membres de l'élite, la société va être évidemment, à s'imprégner, de ce modèle. Alors après, hem, cette acculturation, c'est plus juste, je pense, de parler d'acculturation, c'est-à-dire de contact de culture pour finalement former une culture, nouvelle, passe aussi par d'autres, biais, comme la religion, notamment. Et donc, Rome, là aussi, n'a jamais cherché à imposer ses dieux. Ça, c'est un point important. Les dieux locaux, on le voit bien dans le monde celtique, on le voit très bien en Orient, sont encore vénérés. Donc par exemple, les dieux du monde celte, hein, on pense à Carnounos par exemple, en Orient, en Égypte, le dieu Osiris ou la déesse Isis, voilà, sont toujours vénérés. Et ils vont coexister avec les dieux de Rome. Et puis même, ces dieux orientaux, ça marche moins depuis l'Occident, mais en Orient, des divinités comme Isis par exemple, s'exportent à Rome, on le voit à Pompéi, on le voit à Rome, et connaissent un grand succès. Donc il y a, vraiment des échanges dans les 2 sens, même parfois qui peuvent se produire. Donc c'est pas simplement un mouvement, descendant, vertical, voilà, une politique écrasante de Rome qui va imposer sa culture aux provinciaux. D'accord, très bien. Justement, en quoi est-ce que les voyages d'Adrien sont très importants pour le maintien de cette fameuse, Pax, Romana? Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, l'exemple d'échanges diplomatiques, par exemple avec les Parthes? Alors effectivement, cette paix romaine, elle repose sur 2 piliers finalement, en tout cas il y a le militaire, mais il y a aussi la diplomatie. Et donc, Rome sait se montrer pragmatique, effectivement, et Adrien est réaliste aussi. Et donc, pour lui, la diplomatie est un moyen de maintenir la sécurité sur les frontières et de maintenir la domination romaine en Orient. Et donc, effectivement, en face de Rome, en Orient, se trouve ce grand empire parthe, dominé par une dynastie, les Arsacides. Problème, à l'époque, le nouveau roi parthe, Osroès, mène une politique plutôt offensive envers Rome. Et puis, en fait, il y a une pomme de discorde entre Rome et les Parthes depuis que Rome est arrivé en Orient. C'est un petit royaume qui se trouve dans l'est de la Turquie actuelle et dans le Caucase. C'est l'Arménie, le royaume d'Arménie, qui est un royaume assez riche et qui est ce qu'on appelle un royaume client. Alors, le système des États ou royaumes clients, c'est quelque chose que Rome a beaucoup utilisé en Orient, c'est-à-dire des petits princes locaux qui gardent leur autonomie, une forme de protectorat en quelque sorte, mais qui doivent rendre des comptes à Rome. Donc c'est une manière pour Rome finalement d'exercer une influence sans avoir en fait à mener l'effort d'une conquête qui serait trop hasardeuse. Donc c'est une forme d'impérialisme plus indirect. En fait, rappelons que l'impérialisme, c'est pas que la domination par les armes, c'est aussi être capable de faire faire à d'autres qu'ils exécutent notre volonté. Donc il y avait un consensus entre Rome et les Parthes depuis quelques décennies, c'était que le roi d'Arménie venait de la dynastie des Arsacides, mais Rome devait donner son aval. Donc il y a eu une forme d'accord, voilà, un petit peu tacite pour que le royaume d'Arménie, finalement, soit autant tourné vers Rome que les Parthes. Donc permet de maintenir un équilibre. Sauf que Osroès, eh bien, et ça c'est à l'époque de Trajan, rompt cet équilibre en nommant d'autorité un roi comme il le souhaite. Et donc Trajan va prendre ce prétexte, hein, voilà, pour mener ses grandes campagnes contre les Parthes. Alors, à la fin donc, du règne de Trajan, euh, Adrien évacue ses territoires et donc il va devoir négocier. Et donc, à plusieurs reprises durant son règne, il va négocier donc avec les Parthes. Il va négocier également avec des petits princes locaux qui se trouvent notamment dans le Caucase, donc des petites principautés. Donc, de manière effectivement à trouver un consensus et donc ramener aussi la frontière et la sécuriser sur l'Euphrate. Alors, un exemple, lors des campagnes victorieuses de Trajan, alors d'abord victorieuses, mais ensuite difficiles à tenir, hein, ces conquêtes, eh bien, la fille du roi Osroès
avait été prise en otage à Rome. C'est une pratique assez courante dans la guerre et la diplomatie à Rome depuis l'époque républicaine. Eh bien, Adrien décide de rendre cette fille au roi Osroès. Donc une manière de montrer finalement voilà, un pas en avant, en quelque sorte, hein, vis-à-vis des Parthes. On sait également, et ça c'est rapporté par les textes, hein, que voilà, il y a une sorte de petit congrès diplomatique qui va se réunir où Adrien offre des cadeaux aux princes locaux, notamment des rois qui se trouvent dans le Caucase actuel, en Géorgie actuelle plus ou moins. Il offre des éléphants, par exemple, etc. Donc c'est une manière de les fidéliser, voilà, d'obtenir leur loyauté envers Rome, d'avoir des points d'appui. Donc effectivement, la diplomatie est extrêmement importante. C'est un des leviers de la Pax Romana. Et est-ce que, justement, Adrien en fait pas une forme de spécialité d'une certaine manière? Est-ce que justement par cette diplomatie qu'il amène dès le début de son règne, est-ce que c'est pas une nouvelle manière d'apaiser cet empire, une nouvelle manière de gérer ses provinces justement? Oui, alors effectivement, le grand souci d'Adrien, ce n'est pas d'étendre l'Empire, mais c'est de le contenir dans les limites qui étaient celles d'avant le règne de Trajan, exceptant Dacie, hein, où là, évidemment, le territoire conquis est maintenu. Mais disons que la diplomatie permet effectivement d'avoir une forme de stabilité aux marges du monde romain et d'écarter toute menace aussi, ça c'est important, voilà, pour éviter d'avoir à gérer en même temps parfois plusieurs fronts, et sur le Danube et sur l'Euphrate, voilà, face aux ennemis potentiels de Rome. Et justement, ben, on parle d'Adrien, de ses voyages. Qu'est-ce qui motive, justement Adrien dans ses voyages? Qu'est-ce qui l'amène à aller dans certaines provinces en particulier? Alors, effectivement, le règne d'Adrien est marqué par ses très nombreux voyages, hein, 2 grandes tournées. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Alors, on lit parfois de façon un peu simpliste que voilà, c'est parce qu'il était curieux de tout. C'est vrai que la curiosité, ce qu'on pourrait presque qualifier de manière anachronique du tourisme, hein, ça peut jouer un certain rôle dans ce voyage, mais ce n'est surtout pas la raison première. Il y a 2 raisons principalement qui sont les suivantes. Prendre connaissance, eh bien, de son empire, tout simplement. Rencontrer ses habitants, rencontrer voilà, les magistrats des cités, les élites du monde romain, et puis les choses militaires, et notamment la défense de l'empire. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a la diplomatie d'un côté, mais de l'autre côté, il y a le renforcement des défenses. Et donc, ça, on le voit très bien durant la première grande tournée de voyage en Occident. Adrien va minutieusement inspecter les frontières alors du Rhin, du Danube également, de l'Angleterre avec le fameux mur d'Adrien. Donc c'est une manière de renforcer la discipline et de faire en sorte que les soldats soient prêts, évidemment, à faire face, hein, à tout ennemi potentiel. On voit que dans les textes, on dit, voilà, comme il n'y a plus de conquêtes qui sont menées sous Adrien, il peut y avoir une tendance au relâchement de la discipline. Alors ça, c'est extrêmement important. La discipline, d'ailleurs, c'est une divinité dans les camps romains, la disciplina. On lui dresse des autels, voilà, elle fait l'objet d'un culte. Donc Adrien a vraiment le souci de la renforcer. Et ça, les monnaies le montrent bien. On a tout un tas de monnaies, d'émissions monétaires qui montrent l'empereur voilà, haranguant les soldats. Donc c'est une manière, et d'ailleurs on a des monnaies pour la discipline également, donc de montrer que les forces romaines sont prêtes. Prêtes voilà, à réagir en cas d'ennemi, en cas d'attaque ennemie, pardon. Et donc il va par exemple inspecter les camps. Un bon exemple qui nous est connu par les textes, c'est la Germanie. Donc on a 2 provinces, hein, Germanie inférieure, Germanie supérieure. C'est une région qui est très militarisée. Et donc, il va, par exemple, supprimer dans les camps militaires tout ce qui relève du luxe, du confort. Donc, on nous dit, par exemple, qu'il va supprimer les salles à manger. Alors, peut-être qu'elles étaient plutôt destinées aux officiers. Il va s'assurer que les soldats mangent une ration qui soit simple, mais fortifiante en même temps. Mais, et c'est ça qui est assez habile, voilà, il fait preuve d'autorité, de fermeté, mais en même temps, il se montre proche des hommes. Il y a une familiarité qu'il souhaite entretenir avec les soldats. On raconte par exemple qu'il mange la ration du soldat parmi les hommes, voilà, assis avec eux. C'est une manière de montrer qu'il est l'un d'eux en quelque sorte. Et là, il est dans sa fonction d'impérator, c'est-à-dire de général victorieux. Donc il faut voilà, en fait, ménager les hommes sans être trop raide et en même temps affirmer une forme de discipline. Donc vraiment de manière à être prêt à réagir. Et puis un autre point, il y a les hommes et il y a les structures défensives. Donc on le voit en Germanie, il va par exemple faire dresser des palissades pour faire face hein, voilà, à toute menace et surtout consolider la frontière et la rendre plus pérenne. Ça, c'est un point qui est important. Tu parles de consolider une frontière. L'un des exemples les plus frappants et qu'on voit encore aujourd'hui, c'est évidemment le mur d'Adrien. Pourquoi décide-t-il de le construire ici et quel est l'objectif de ce mur? Alors, ce mur d'Adrien, en fait, il n'est pas construit ex nihilo, dans le sens où, avant cette construction, il y avait d'autres infrastructures qui existaient. Alors, on parle souvent de limes pour désigner hein, la frontière de l'Empire romain, mais c'est un mot qui souvent est mal compris. Ce n'est pas simplement une barrière fortifiée, impénétrable, voilà, qui marque la limite entre le monde romain d'un côté, les barbares de l'autre, et vraiment on est enfermé derrière ce mur. C'est un peu plus complexe. En fait, le limes désigne à l'origine
Un chemin, tout simplement. C'est ce que signifie le mot étymologiquement. Et effectivement, avant que le mur ne soit construit, il y avait une grande rocade militaire, une grande route qui allait d'ouest en est, donc qui marquait la limite nord de la province, et qui était jalonnée par des fortins, des tours de guet, etc. Donc en fait, il faut comprendre la frontière plutôt comme une ligne où on circule le long de celle-ci, de manière à pouvoir patrouiller, bien sûr, de pouvoir déplacer les troupes rapidement. Et donc Adrien, lorsqu'il vient en Bretagne, donc lors de sa première grande tournée de voyage qui s'étend entre 120 et 125, eh bien, vient inspecter des travaux qui semblent avoir déjà été entamés. Et donc, ce mur d'Adrien, c'est un mur certes, mais il y a aussi donc des chemins pour circuler au nord et au sud. Il y a également des fossés défensifs au nord et au sud, des tours de guet et puis des fortins répartis régulièrement le long du mur. Alors la question, c'est pourquoi des systèmes défensifs, bon, au nord on comprend, mais au sud, ça peut interroger. Une des raisons pour lesquelles ce mur semble avoir été construit, c'est en tout cas ce que nous disent les textes, c'est qu'avant l'arrivée d'Adrien, en 117, la province de Bretagne est le foyer d'une agitation assez importante, menée par un peuple breton, qui est le peuple des Brigantes, et qui a tendance à se fédérer un petit peu avec les peuples plus au nord de la frontière. Donc, une des raisons de ce mur, et c'est ce que dit le texte de l'Histoire Auguste, c'est séparer ces peuples sous domination romaine des peuples qui ne le sont pas, de manière à garantir un contrôle de la frontière. Mais quand on analyse ce mur, en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas une barrière impénétrable. En réalité, c'est aussi une forme de filtre en quelque sorte, parce qu'il y a des communications, il y a des échanges avec le monde au-delà de la frontière romaine, et des échanges commerciaux. Et ça, l'archéologie le montre, par exemple. On voit des artefacts romains, de la céramique par exemple, assez au nord hein, de l'Écosse, donc ça montre bien que ce n'est pas du tout hermétique. Donc c'est plus une manière de contrôler. Et puis il y a également une dimension symbolique. Pourquoi? Parce que c'est une manière de montrer finalement que Rome tient fermement les confins du monde connu, en quelque sorte, de l'Œcuméné, c'est-à-dire du monde habité. Donc il y a aussi cette dimension symbolique qui est extrêmement importante. Est-ce que tu sais, combien de temps il a mis comment est-ce qu'il a été construit ce mur? Combien de temps est-ce que ça a pris pour qu'il soit construit et comment il a été construit? Alors ce mur a été construit en plusieurs phases en fait, hein. Tout n'a pas été construit en plusieurs phases. On sait qu'il y a eu plusieurs phases d'aménagement. Donc Adrien quitte hein, l'Italie en 120. Ensuite, donc, il va séjourner en Gaule, il va séjourner en Germanie. Et donc il passe ensuite en Bretagne. Alors c'est difficile de savoir à quel état d'avancement se trouve le mur, hein, mais effectivement, euh, puisqu'il peut l'inspecter, il semble que les travaux voilà, sont bien avancés. Mais on sait hein, par l'analyse voilà, de l'archéologie qu'il y a eu plusieurs phases de construction qui se sont poursuivies dans les années 120 ensuite durant le règne. Et puis il faut rappeler que le successeur d'Adrien, Antonin le Pieux, donc qui règne entre 138 et 161, construit un mur beaucoup plus au nord, en Écosse cette fois, que le mur d'Antonin, plus étroit, mais là qui va être une frontière beaucoup moins durable, puisque après son règne, la frontière revient au sud. Puis Septime Sévère, de nouveau, va repousser la frontière au nord. Mais en tout cas, on voit bien que sous le mur d'Adrien, il marque une frontière plus durable. Lorsqu'on parle des frontières de l'Empire romain, on emploie souvent un terme qui est le mot de limes. Limes, ça donne des limites en français par exemple. C'est un terme qui à l'origine désigne un chemin, voilà, tout simplement, dans un champ par exemple. Et puis le mot prend peu à peu un sens militaire. Il va désigner une route empruntée par les militaires, une rocade militaire, qui va longer la frontière. Alors que ce soit par exemple le Danube, que ce soit la frontière donc au nord de la province de Bretagne en Angleterre, et une frontière qui peu à peu eh bien, va être jalonnée par des fortins, où vont être détachés des légionnaires, des tours de guet bien sûr, et puis peu à peu des structures défensives, donc des palissades en Germanie, un mur en Bretagne par exemple, donc doublé effectivement voilà, d'autres structures, donc des fossés par exemple, hein, qui permettent de ralentir un ennemi en cas d'attaque. Mais il faut comprendre aussi que ce limes est protéiforme, c'est-à-dire que on va avoir un mur en Bretagne, une palissade en Germanie par exemple, dans le sud de la Germanie. Pourquoi? Parce que entre le cours supérieur du Rhin et le cours supérieur du Danube, on a un espace qui est assez fragile, qui était conquis à l'époque de Domitien, les champs d'Écumate, mais voilà, qui offre un point un peu fragile dans les défenses de l'Empire. Donc Adrien a le souci de vraiment renforcer le système défensif dans cette zone. Et puis il y a l'Afrique aussi. On a comme une frontière qui est extrêmement vaste, avec des zones désertiques. Donc là, en fait, Rome va aménager parfois des murs, mais là où c'est nécessaire, évidemment. Dans des zones de passage, dans des zones où la sécurité est un petit peu plus forte. Et puis bien sûr, là où elle le peut, Rome s'appuie sur des frontières naturelles. Le Rhin, le Danube, l'Euphrate par exemple. Donc voilà, en fait, ce limes, il peut prendre plusieurs formes, il évolue dans le temps, et une fois plus, hein, c'est plus une zone de contact en fait, entre le monde romain et le monde barbare du point de vue romain, voilà, qu'une limite vraiment hermétique et infranchissable. Tu parlais de la Bretagne, justement.
Quand on allait à la Villa Hadrienne, on a vu beaucoup de références à la Grèce, à l'Égypte. Est-ce que tu sais quel rapport pouvait avoir Adrien avec la région de la Bretagne? Est-ce qu'il en a ramené quelque chose? Est-ce qu'il en a gardé un souvenir? Et si oui, quel est-il? Alors, sur le séjour d'Adrien en Occident en général, et notamment en Bretagne, les textes en parlent assez peu, alors on a assez peu de détails. On sait, enfin, ce qui est évoqué surtout, c'est évidemment la construction du mur. En revanche, l'archéologie, là, nous apporte des éléments. Et à Londres, donc Londinium hein, dans l'Antiquité, on a retrouvé quelques éléments, et notamment une fameuse statue en bronze qui est au British Museum aujourd'hui. Elle a été repêchée dans la Tamise d'ailleurs. Donc ça semble supposer que la venue d'Adrien, évidemment, a suscité de l'enthousiasme dans les colonies construites donc, dans la province de Bretagne. Donc voilà, on pense qu'évidemment sa venue a suscité voilà, de grandes réjouissances dans les villes qui ont pu être visitées. Alors, on sait également, ça on l'a retrouvé par l'archéologie, il y a des autels sacrificiels qui ont été dédiés au dieu Océan, notamment, qui est donc l'océan qui entoure le monde habité, divinisé. Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, quand on lit l'histoire d'Alexandre le Grand, on sait que lorsqu'Alexandre a atteint l'Indus hein, et l'Inde, eh bien, il a rendu hommage au dieu pour avoir atteint les limites du monde civilisé. Et donc, on retrouve ici, mais en Occident, finalement, dans le discours d'Adrien, la célébration d'une action qui est la suivante, c'est vraiment contrôler les confins du monde civilisé. Et donc, ça renforce cette idée d'un empire universel en quelque sorte. Au-delà de l'océan, il n'y a plus rien. Donc la Bretagne est importante dans le sens où elle marque vraiment les confins, les extrémités du monde dominé par Rome. C'est vraiment l'Occident le plus lointain qui soit. Ouais. Toi qui as travaillé sur ses voyages, sur son règne, qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui fait la singularité peut-être du règne d'Adrien par rapport à ses prédécesseurs et ses successeurs? Alors, quand on considère le règne d'Adrien, ce qui est assez frappant, effectivement, c'est le seul empereur qui a visité quasiment toutes les provinces. Alors, ce n'est pas le seul empereur à avoir voyagé. On peut prendre le cas d'Auguste qui, lorsque voilà, vient le temps de la réorganisation de l'Empire à l'issue des guerres civiles, va beaucoup voyager. En Gaule, par exemple. Il y aura plusieurs voyages en Gaule. Mais seul Adrien a vraiment eu le soin d'inspecter minutieusement, vraiment presque dans le sens des aiguilles d'une montre, en quelque sorte, hein, en tout cas pour la première tournée de voyage, les provinces de l'Empire. Et donc, ça montre bien qu'il a un projet politique qui est le suivant, c'est renforcer la cohésion de l'Empire, renforcer vraiment l'idée d'un empire universel, et sa présence. Alors, est-ce que ces voyages sont indispensables? Non. En fait, Adrien peut tout à fait gérer l'Empire depuis Rome. C'est ce qu'a fait son successeur Antonin le Pieux, qui a vraiment très très peu voyagé et très peu, enfin, n'est quasiment pas sorti d'Italie durant son règne. Mais disons qu'il a le souci bah, de connaître les hommes, connaître les territoires qu'il dirige, leurs ressources également, et puis marquer finalement le monde romain de sa personne. Ça, c'est important, c'est que l'entrée du prince dans une ville est un grand événement, très ritualisé, et donc ça ne fait que renforcer ce consensus sur lequel repose la paix romaine. Donc clairement, une vision de l'Empire, une vision de la pratique du pouvoir également qui lui est propre, qui peut faire penser pour d'autres époques hein, à des souverains. On pense par exemple à Charles IX, voilà, qui au XVIe siècle un voyage à travers le royaume de France. Pensons à Élisabeth II, qui a voyagé dans le monde entier, ou à des papes comme Jean-Paul II, qui voilà, marquent un style finalement de pouvoir en quelque sorte, et ce serait le style d'Adrien. Est-ce que tu peux nous parler justement, tu as parlé de l'héritage d'Adrien, est-ce que tu peux nous parler de la fin du règne d'Adrien? À la fin du règne d'Adrien est assez sombre, pour plusieurs raisons. Il est assez malade. Et on voit dans les textes, hein, après la mort d'Antinoüs, Adrien sombre dans une sorte de dépression. Il veut se suicider, voilà, mais personne n'accepte de l'aider à se suicider. Donc il souffre beaucoup. Il meurt hein, le 10 juillet 138 d'hydropisie, donc il a du sang dans les poumons, voilà, une grosse infection. Il meurt pas à Rome, il meurt près de Naples, dans une localité qui s'appelle Baiae, Baia en italien, qui est vraiment un lieu de villégiature impériale. Il y a des thermes, c'est un lieu somptueux. Mais les dernières années du règne ont été marquées par des mises à mort d'opposants politiques. On sent qu'Adrien voilà, sombre dans une, peut-être même paranoïa, mais en tout cas une très très grande méfiance vis-à-vis d'opposants potentiels. Et donc Adrien anticipe sa mort aussi. Et sur les rives du Tibre, il fait construire un grand mausolée qu'on connaît tous aujourd'hui parce que c'est le château Saint-Ange en fait. Mais c'est un bâtiment d'époque romaine qui est le mausolée d'Adrien. Alors, il y avait un autre grand mausolée impérial de l'autre côté du Tibre, qui était le mausolée d'Auguste. Donc, il ressemble à un grand bâtiment circulaire hein, qui évoque un petit peu les tumulus hein, d'époque étrusque. C'est une évocation, bien sûr, des racines de l'Italie, voilà, de l'identité italienne, voilà, que met en évidence Auguste. Et donc, Adrien imite aussi la forme de ce monument. Une manière aussi de s'inscrire dans la continuité du fondateur de l'Empire.
Donc, il fait construire ce mausolée, accessible par un pont qui fait construire également le pont Aelius, qui est en fait encore le pont qu'on emprunte aujourd'hui, le pont dit Saint-Ange, orné des statues du Bernin notamment. Donc voilà, le paysage est encore marqué par finalement la fin du règne d'Adrien. Donc il meurt voilà, en 138 et surtout, il anticipe sa succession. Il n'a pas d'enfant avec Sabine. Alors les textes, très mauvaise langue à l'égard d'Adrien, disent que Sabine ne voulait pas d'enfant, disant «Je ne veux pas d'enfant d'un monstre pareil». Bon, on pense voilà, que c'est exagéré, mais en tout cas, il n'y a pas de successeur naturel. Donc, Adrien envisage sa succession. Il a le souci de la stabilité, sachant qu'Auguste n'a pas fixé de règles successorales pour l'empereur. Il choisit un premier successeur, mais qui meurt prématurément. Donc il va trouver une solution plus durable. Il adopte Antonin le Pieux. Alors pourquoi le Pieux? Alors justement, Adrien le remarque pour ses qualités. On raconte qu'il aurait aidé son vieux père à marcher en le soutenant, et donc ça aurait fait de ce personnage quelqu'un de vertueux. Sachant qu'il faut choisir le bon candidat. Il y a une expression latine qui résume cela, c'est capax imperii. Capable de l'empire littéralement, celui qui est le plus apte à gouverner. Et c'est difficile de passer après Trajan. Trajan avait été surnommé l'Optimus Princeps. C'est un titre que le Sénat lui donne au début du règne, ça veut dire le meilleur prince. Donc passer après ça, c'est pas évident. Donc Adrien a la lourde tâche de choisir le meilleur successeur. Et donc cet Antonin lui paraît le meilleur. Mais attention, il lui impose une condition, c'est qu'à son tour, il adopte d'autres successeurs. Deux jeunes adolescents à l'époque, le futur Marc Aurèle et Lucius Verus. Donc ainsi, la succession est assurée pour les deux règnes suivants. Justement, pour cet empereur qui a tant aimé voyager dans les provinces et asseoir cette Pax Romana, quel est justement l'impact et la suite de la Pax Romana après la disparition d'Adrien? Après donc la mort d'Adrien, vient le temps d'Antonin le Pieux. Alors souvent on dit que c'est sous son règne effectivement que Rome connaît un âge d'or. C'est vraiment le moment où Rome connaît le plus de moments de paix. Et c'est vrai que c'est un règne effectivement sous lequel le monde romain est très stable. On n'a pas de grandes campagnes militaires. C'est un règne qui peut paraître assez lisse, hein, finalement, par rapport à un de Trajan ou par rapport à un de Marc Aurèle, mais en tout cas, on a un monde effectivement qui est prospère. On le voit par l'économie, on le voit par la vie dans les cités, on le voit par la stabilité du pouvoir. C'est un règne qui est assez long, hein, entre 138 et 161. Il meurt d'une belle mort, de mort naturelle. Donc voilà, c'est effectivement, on le voit un règne qui correspond bien à cette idée d'un âge d'or, mais une fois plus, l'historien doit toujours être prudent parce qu'un âge d'or, c'est toujours très très lisse. En réalité, il y a beaucoup d'aspérités qui peuvent apparaître. Bon, par contre, sous le règne de Marc Aurèle, là, les choses se compliquent. Et une grande partie du règne de Marc Aurèle eh bien, est passée sur le Danube à faire la guerre contre les Germains. Qu'est-ce qui change à ce moment-là? C'est qu'en fait, des peuples comme les Marcomannes, par exemple, ou les Cades, vont former de grandes coalitions. Et là, ça devient compliqué pour Rome, parce qu'ils sont plus structurés, plus nombreux, mieux organisés, déterminés à trouver des territoires au sud du Danube. En fait, leur but n'est pas forcément de mettre à bas l'Empire romain, c'est d'entrer dans l'Empire pour avoir des terres. Pourquoi? Parce que on assiste plus au nord et plus au nord-est à des grands mouvements de peuples, alors qu'ils viennent de la Baltique. Et puis également, il y a toujours ces peuples nomades qui viennent des steppes iraniennes, les Sarmates notamment, qui poussent, qui poussent. Et donc, comme un jeu de dominant en quelque sorte, eh bien, au bout d'un moment, ça pousse sur les frontières. Et donc, sur le règne de Marc Aurèle, c'est ce qui se produit. Donc, il va batailler pendant de nombreuses années pour contenir cette poussée. Et il y aura des incursions. Par exemple, sous le règne de Marc Aurèle, il y a une incursion, alors c'est pas sur la nuit, mais on a des morts qui viennent d'Afrique qui arrivent en Espagne, et également on a une incursion en Grèce assez grave, donc qui va assez loin dans le monde grec, près de Delphes, hein, Delphes est attaqué, donc ça montre bien qu'il y a un danger, d'accord? Et puis il y a un autre problème qui se pose, les épidémies. On a une grande épidémie qui ravage l'Empire sous Marc Aurèle. Alors, on parle de peste antonine. En réalité, on pense que c'est plutôt une épidémie de variole, mais elle emporte l'empereur lui-même. Alors, contrairement à ce qu'on voit dans Gladiator, hein, Marc Aurèle n'est pas tué, étouffé par Commode, mais il meurt d'une épidémie en 180. Donc, ça montre bien qu'il y a un basculement à cette époque. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'art, on voit bien sur les sarcophages, par exemple, on commence davantage à inhumer les morts plutôt qu'à les incinérer à ce moment-là. On a beaucoup de scènes de bataille contre les barbares. Et donc ça montre bien que c'est quelque chose qui est très présent dans l'imaginaire de l'époque, un antagonisme entre le monde romain et le monde barbare qui est beaucoup plus marqué. Et une forme d'angoisse aussi, on le voit donc dans ces figures voilà, plus graves, on le voit dans l'art, il y a plus de violence peut-être aussi qui peut transparaître. On le voit très bien sur la colonne de Marc Aurèle par exemple, hein, qui est pas très très loin de celle de Trajan. Donc voilà, il y a une bascule qui se produit ici. Et puis, à la mort de Commode, on a une période de guerre civile qui s'ouvre. Lorsque Commode est assassiné en 192, pas de gouverneur désigné,
5 empereurs qui vont se succéder, qui vont tenter de batailler. Mais on retrouve une forme de stabilité avec Septime Sévère. La dynastie des Sévères est vraiment une période de reprise en main, après une situation un peu compliquée, mais après cette dynastie, là, effectivement, on entre dans une crise plus durable. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien avec Dimitri. Merci à lui d'avoir été notre guide à Rome. Merci à lui pour cet entretien, pour toutes ces informations. C'était vraiment passionnant. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez découvrir encore un petit peu plus le travail de Dimitri, je vous conseille vraiment cet ouvrage, Les Voyages d'Adrien. C'est édité chez Arché. C'est absolument génial pour continuer à en apprendre plus sur cet empereur voyageur. Si ça vous a plu, vous êtes resté jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à commenter l'IMES dans les commentaires. On va dire que c'est le nom de code pour ceux qui sont allés au bout du processus. Et vous aurez un point supplémentaire parce qu'on donne des notes maintenant si vous l'écrivez correctement. Donc n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr pour ne rater aucun entretien dans le futur. Et je vous souhaite une très bonne journée.